Bon, allez, mesdames et messieurs, on va partir tout ça. Bienvenue à la formation COVID de 2019, Comprendre pour agir. La date est importante, le 24 mars 2020. Beaucoup de ce que vous allez voir aujourd'hui sera peut-être périmé demain, mais on fait de notre mieux pour vous donner l'information la plus à jour. Je veux saluer particulièrement mes co-présentatrices pour aujourd'hui, Geneviève Decoire, du comité de coordination COVID du groupe de médecine familiale Notre-Dame, puis Ghislaine Rouly, qui est co-responsable du projet de recherche-action communauté soignante avec la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. L'objectif de la formation, c'est de donner une base de compréhension à tous pour agir. Donc, on essaie de se situer quelque part entre le déni et la panique. Donc, comment avoir une compréhension suffisamment large de la problématique pour informer vos choix d'action. À qui est-ce que s'adresse cette formation-là? Donc, ultimement, on vise à synthétiser des informations qui sont factuelles sur la maladie de COVID-19 pour éclairer vos choix de santé individuels et collectifs. Donc, un, où trouver l'information pertinente sans se noyer. Deux, comment interpréter les données pour guider l'action. Et trois, comment adapter les soins individuels et collectifs. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé, on est vraiment dans une phase de révolution du système de santé depuis quelques jours. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'apprendre à faire autrement, tant dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne cette formation à partir de la salle de jeu de mes enfants dans mon sous-sol. Qui est-ce qu'on vise ici? Les soignants de la communauté, donc des professionnels de première ligne, des intervenants communautaires, des proches aidants, des patients et des citoyens qui sont engagés dans des relations de soins pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Les sources principales d'informations qu'on a utilisées pour monter la présentation, c'est l'Organisation mondiale de la santé, Santé Canada, le ministère de la Santé, le gouvernement du Québec, l'INSPQ et d'autres sites que je vais vous présenter. D'emblée des limites, j'ai été responsable et je suis responsable du montage du contenu et donc je suis responsable de toutes les erreurs que vous pourriez trouver. Je ne suis pas un expert du COVID, mais un médecin-chercheur qui fait de son mieux pour contribuer à l'effort de vulgarisation scientifique. Les données évoluent chaque jour et donc on a besoin de vous pour apprendre ensemble. Pour ce faire, donc, on a sur la plateforme de webinaire, vous avez deux petits boutons que vous pouvez cliquer. Le premier, c'est la fonction chat ou converser dans laquelle vous pouvez, au fur et à mesure de la présentation, poser vos questions. Et c'est comme ça qu'on va répondre aux questions après la présentation du mieux qu'on peut. Il y a plus que 40 participants, donc on va vraiment prendre les questions qui sont formulées par écrit, donc dans la fonction chat. La deuxième bouton que vous pouvez utiliser, soit pendant la présentation ou après, c'est pour clarifier vos besoins de formation pour des formations futures, pour nous aider à identifier peut-être d'autres experts autour de nous qui pourraient vous offrir des formations complémentaires ou vous guider vers d'autres sources d'informations où ces réponses-là existent déjà. Ultimement, l'idée non plus, ce n'est pas de se placer dans un rôle de l'expert à l'apprenant. On est tous en train d'apprendre en même temps, en temps réel, autour d'une situation qui évolue comme ça. Donc, je vous ai mis au bas de chacune des diapositives le lien qui est cliquable en hyperlien vers les sources originales, les articles ou les références qui sont citées. Et aussi vers les sites d'information fiables vers lesquels se diriger, comme le site du gouvernement du Québec. Donc, après la présentation, les diapositives vont être disponibles, elles sont déjà disponibles en lien. Je vais vous donner la référence pour la présentation. Puis, je vous invite à nous écrire. Vous avez juste à cliquer sur « Nous écrire » si vous souhaitez améliorer ou contribuer à des formations futures ou si vous voyez des choses qui ont besoin d'être corrigées dans les diapos. Bon, je veux remercier plusieurs personnes. Je ne vais pas nommer des noms, mais évidemment, tout ce qu'on apprend est vraiment tributaire des apprentissages qui se sont faits au cours de plusieurs vies par la communauté internationale, notamment dans les pays asiatiques. Donc, l'effort de mobilisation, de sensibilisation, de recherche, de synthèse dont on bénéficie chez nous aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce qui s'est fait à l'extérieur. Je veux souligner le travail de notre équipe au groupe de médecine familiale Notre-Dame qui s'est
vraiment mobilisé depuis plus d'une semaine pour vraiment virer complètement à l'envers la façon d'organiser les soins de première ligne. C'est une partie de ça que j'aimerais vous présenter aussi dans comment est-ce qu'on apprend à soigner autrement en contexte de pandémie. Puis évidemment, toutes nos sources plus d'autorité, dans le fond, en santé publique, au ministère, etc. Donc, l'équipe de la chaire a appuyé plus pour le travail de synthèse, puis de lien aussi avec les patients, les citoyens partenaires, les organismes communautaires, puis l'école du partenariat pour la plateforme web et la diffusion, et mes enfants pour la salle de jeu. Fait que voilà. Où est-ce qu'on en est dans l'évolution de l'épidémie? Ça, c'est les chiffres en date d'hier. Donc, l'évolution de la pandémie, vous voyez qu'il y a eu deux phases vraiment à partir de la fin janvier, une phase épidémique qui a démarré en Chine, puis à partir de la mi-février, une phase pandémique qui s'est diffusée à travers le monde. Donc, à la mi-février, ça ressemblait à ça, et maintenant, ça ressemble à ça. Donc, la quasi-totalité des pays dans le monde sont maintenant touchés. Plusieurs des pays sont entrés dans une phase exponentielle de progression de la maladie, particulièrement en Europe, qui est devenue l'épicentre de la pandémie mondiale. Puis les États-Unis qui sont très sévèrement touchés. Je veux souligner deux zones particulièrement importantes pour le Québec aux États-Unis. D'abord, toute la région de New York, dans laquelle on a actuellement 1/5, donc 20% des cas de COVID confirmés dans le monde viennent de la région de New York. Et la région de la Floride, on a 300 000 snowbirds qui reviennent de la Floride. Et donc, ça, c'est des sources de contamination importantes. Le premier cluster ou la première éclosion qu'on a à Montréal dans le Côte-Saint-Luc a probablement une origine de New York, de quelqu'un qui avait assisté à un rassemblement dans New York. Donc ça, c'est important pour le Canada. Les données canadiennes qu'on a, donc depuis la mi-mars, on a eu une accélération des cas confirmés au Canada. Même chose au Québec. Par contre, une nuance importante pour les chiffres qui sont sortis hier du Québec. On a eu une hausse vraiment importante. On a à peu près 65% des cas au Québec qui ont été ajoutés hier, mais on a eu un changement dans la façon dont on collige et qu'on confirme les cas. Donc, depuis hier, les laboratoires hospitaliers peuvent diagnostiquer, peuvent confirmer eux-mêmes les cas plutôt que d'avoir à les envoyer au laboratoire de santé publique du Québec. Donc, c'est ce qui explique en partie le pic des cas confirmés hier. Maintenant, apprendre à mettre en perspective les cas confirmés versus les cas réels, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on devra avoir à maîtriser pour tout le reste de la pandémie. D'une part, comme clinicien, une chose qui n'est pas évidente à saisir, c'est que les critères diagnostiques de COVID évoluent à chaque jour au fur et à mesure que progresse l'épidémie. Poser un diagnostic de COVID, c'est deux choses. Des critères subjectifs, des symptômes subjectifs qui évoquent la maladie et des facteurs d'exposition. Et c'est ces facteurs d'exposition-là qui évoluent le plus au jour le jour. Il y a une semaine, c'était beaucoup les personnes qui revenaient de voyage. Maintenant, il y a beaucoup plus de risques de contamination locale. Donc, ces choses-là changent de jour en jour et c'est pour ça que c'est important quand vous prenez le collier pour arriver en pratique clinique, de dire, OK, où est-ce qu'on en est rendu? Puis je vous ai fait un lien ici sur les définitions de cas et les critères d'exposition à jour qui sont disponibles et qui sont mis à jour sur le site du ministère. Les cas confirmés, c'est les cas chez lesquels on a un test qui est positif. Mais la question des tests positifs pose plusieurs défis. La première chose, donc, c'est qu'évidemment, les cas confirmés, ça ne représente que les cas qu'on a testés. Donc, le nombre de cas confirmés d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre va dépendre du pourcentage de cas présentant les symptômes qui vont avoir un test diagnostique. Et ces pourcentages-là varient énormément d'un pays à l'autre. Si vous comparez, par exemple, la Corée du Sud, qui a des taux de tests diagnostiques de 6 000 cas par million de population, comparé aux États-Unis, qui est à 300
cas de tests diagnostiques par million de population. Donc, c'est un écart qui est énorme. C'est donc dire que la carte qui est ici des États-Unis, c'est réellement la pointe de l'iceberg. Le Canada, où on se situe un petit peu à mi-chemin. On n'a pas de données regroupées pour le Canada, c'est des données par province, mais on a des taux qui sont relativement élevés. L'autre chose qui est importante à savoir par rapport aux cas confirmés, c'est quand on a les mises à jour sur les cas confirmés, c'est comme si on regardait dans le rétroviseur de la voiture. Ça nous renseigne sur l'évolution de l'épidémie il y a quelques jours. Parce que entre le moment où une personne est infectée, le moment où elle présente des symptômes, le moment où elle obtient un test diagnostique et le moment où on a des résultats, il s'écoule un délai d'environ 5 à 10 jours. Donc, la courbe de l'épidémie qu'on voit maintenant, c'est la courbe telle qu'elle était réellement il y a 5 à 10 jours. Et c'est pour ça qu'il faut agir très rapidement. Des petits changements dans le nombre de cas nous demandent d'aller très rapidement parce qu'autrement, on est toujours en arrière de l'épidémie. Donc, ça, c'est les données rétrospectives qu'on a été capable de construire, que les Chinois, en fait, nous ont aidés à construire à partir du premier foyer épidémique. Donc, pour nous dire, dans le fond, en orange, c'est les cas confirmés et rétrospectivement, on était capable de redessiner la courbe épidémique pour voir que, en fait, cette progression-là était préalable. Finalement, on mentionnait récemment que il y a des sites maintenant où on dit le nombre de cas là, mise à jour à toutes les 10 minutes. Ça, c'est à peu près la meilleure chose pour générer de la panique et ce n'est pas très utile. Ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de cas que le taux de croissance des cas d'une journée à l'autre et à quelle vitesse le nombre de cas double. Donc, si vous voyez, ça nous renseigne sur l'efficacité des mesures d'intervention au niveau populationnel, notamment au niveau de la prévention. Donc, vous voyez, quand on compare la vitesse de progression de l'épidémie dans un pays comme Singapour, où les cas doublent à chaque 10 jours, la progression est très lente depuis le début de l'épidémie parce que très précocement, Singapour a instauré des mesures sociales puis de distanciation physique très fortes, alors qu'un pays comme les États-Unis est en plein décollage, là, comme la fusée Challenger là, il y a quelques années, là, et ça ne ralentit pas. Entre les deux, bien, vous avez un pays comme la Chine qui a eu un démarrage très rapide, évidemment, qui ont été surpris par l'épidémie. C'est le premier pays touché, mais qui très rapidement ont instauré des mesures très importantes, dans le fond, de contrôle de la maladie et ont réussi à imprimer une impulsion, un changement dans le cours de progression de la maladie. Et actuellement, l'épidémie est stabilisée en Chine. Puis le Canada ben, se trouve un peu à mi-chemin. C'est dur un peu de voir où est-ce que ça va, quelle barre ça va prendre au Canada. Dernier point sur la question du diagnostic. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller, puis à quoi ça sert ultimement le diagnostic? Le diagnostic du COVID, c'est comme n'importe quel test diagnostique en clinique, ça sert à guider l'action. J'ai entendu des gens dire « Ah, les gens en Corée du Sud ont réussi à contrôler la maladie parce qu'ils diagnostiquent. » Non, ils réussissent à contrôler la maladie parce qu'ils ont instauré des interventions informés par les informations des tests diagnostiques. Donc, à quoi ça sert les tests? Ça sert à guider l'intervention populationnelle. Exemple, dire est-ce qu'on passe en mode confinement ou pas? Est-ce qu'on ferme les écoles? Tout ça. Ça sert à contrôler les éclosions locales. Donc, confirmer, exemple, dans une résidence pour personnes âgées qu'il y a un cas de COVID, ça va nous permettre de dire, OK, non, il faut isoler les autres résidents, il faut instaurer des mesures de protection, de monitoring de l'état de santé plus importantes. La mise en quarantaine des travailleurs des services essentiels. Donc, on veut diagnostiquer précocement les travailleurs de la santé pour les retirer des milieux pour pas qu'ils deviennent des foyers de propagation auprès d'autres patients qui seraient vulnérables ou de leurs collègues. On veut les utiliser pour renforcer les mesures de protection individuelle, par exemple, distinguer à l'hôpital les patients qui sont porteurs qu'on pourrait isoler des autres patients ou pour un monitoring plus étroit des complications pour des personnes qui seraient soignées dans la communauté, exemple une personne de plus de 70 ans avec des problèmes de santé chronique, pour être capable de la suivre plus régulièrement au cas où il développe des complications.
Les limites, c'est que le test diagnostique, avoir le test diagnostic de COVID positif ou négatif, ça n'a aucune influence sur le type de soins qu'on va donner. Les mesures actuelles, il n'y a aucun traitement qui est spécifique à la maladie. C'est Tylenol, c'est l'acétaminophène, c'est des mesures de soutien respiratoire, l'oxygène, etc. Donc, il n'y a pas de thérapie ciblée. Donc, le diagnostic ne guide pas la thérapie clinique individuelle. Et ultimement, bien, il est impossible de tester 100% de la population en temps réel. Donc, on peut essayer d'avoir une télé HD, mais ça ne sert à rien peut-être d'investir des millions pour avoir une télé 4K dans cette histoire-là. L'idée, c'est d'avoir une idée claire de l'évolution de la maladie pour guider nos interventions. Et il y a un danger. Le danger, c'est quelqu'un qui aurait un test négatif qui serait faussement rassuré et qui laisserait tomber les mesures de prévention universelles. Ben, moi, je n'ai plus besoin de me laver les mains, je peux sortir, je peux faire un party avec mes amis, etc. Ça, c'est un danger réel si on se met à dépister beaucoup de gens, puis les gens se disent, bon, il n'y a pas de problème, moi, je ne peux pas transmettre la maladie, alors qu'il peut tout à fait la contracter sur le chemin du retour entre la clinique de dépistage puis la maison. La maladie, c'est quoi? La maladie, les symptômes principaux, ça c'est d'importance pour les cliniciens, mais aussi les patients, les gens dans la communauté. Les deux symptômes les plus fréquents, c'est la fièvre, la toux, une toux sèche, mais aussi la fatigue. Donc, ça fait partie des symptômes les plus importants. Un nez qui coule, ça arrive rarement, c'est rarement causé par le COVID, ça va être plutôt d'autres virus, du rhume, etc. Comment ça se transmet? Ça se transmet par gouttelettes, donc pas par aérosol. Ce n'est pas la même chose que la rougeole. Donc, si vous êtes dans un avion, soudainement, la personne 3 sièges derrière vous, elle ne va pas l'attraper. Ce n'est pas comme la rougeole. Il faut que quelqu'un, littéralement, vous tousse ou éternue dans la face à moins de 2 mètres et que les gouttelettes contenant le virus se retrouvent dans votre système respiratoire. Et par contact, donc les mains. Le virus n'est pas un virus ce que nous disent les microbiologistes, ce n'est pas un virus très résistant, mais il peut quand même survivre sur le plastique et l'acier 72 heures, le carton 24 heures, d'où l'importance de nettoyer les surfaces avec contact fréquent dans les mains qui se retrouvent dans nos bouches. Et la transmission asymptomatique, on sait que 1 ou 2 jours avant le début des symptômes, on peut transmettre la maladie. Puis comme on ne sait jamais à l'avance quand est-ce qu'on va commencer à avoir des symptômes, d'où l'importance de mesures de prévention universelles pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas de symptômes. Quelle est la sévérité de la maladie? C'est important ici d'avoir une lecture qui est nuancée. Donc, dans la vaste majorité des cas, dans 80% des cas et plus, le COVID, ça va causer une infection qui est mineure, qui va se présenter simplement avec de la fièvre, de la toux, qui va se résoudre spontanément. Il y a un pourcentage, un nombre inconnu d'individus qui sont complètement asymptomatiques et ça a été documenté. On ne sait juste pas quelle proportion, dans le fond, de la population ont la maladie et en sont asymptomatiques, mais peuvent la transmettre. Et il y a 20% de cas qui sont plus sévères qui vont nécessiter des soins d'urgence ou des soins hospitaliers ou des soins aux soins intensifs qui vont présenter soit de l'hypoxie, une baisse de leur taux d'oxygène ou de l'insuffisance respiratoire qui va nécessiter d'être mis sous respirateur. L'évolution de la maladie, ça ressemble à quoi globalement? Il y a 3 chemins en fait possibles. Il y a une phase asymptomatique, aucun symptôme, qui dure entre 2 et 14 jours. Il y a une phase de début de symptômes, fièvre, toux, fatigue, qui dure entre 2 et 7 jours. Et là, il y a un embranchement. La majorité des gens vont se rétablir progressivement. Ces symptômes-là vont aller en diminuant sur une période d'à peu près 2 semaines quand on a quelque chose de relativement mineur, ou dans 20% des cas, vont se compliquer avec des pneumonies, syndrome de détresse respiratoire aiguë, le choc. Certaines de ces personnes-là vont réussir à sortir de l'hôpital, vont entrer en rétablissement et là, c'est plus long, donc on va dire plus jusqu'à 6 semaines. Donc, ultimement, 97% des gens vont en guérir et dans 1 à 3% des cas, ça va mener au décès. Je vais revenir sur le 1 à 3 % et comment est la nuance entre les deux.
Qui est plus à risque de décéder? Donc, vous avez évidemment entendu que les aînés sont plus à risque de mortalité. Donc, à 70 ans et plus, le risque de décéder du COVID est comparable au risque de mortalité d'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert, d'un remplacement de valve aortique. Donc, ce n'est pas un risque qui est banal, ce n'est pas une grosse grippe et c'est une raison suffisante pour dire à grand-maman qu'elle ne peut pas garder les petits-enfants. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, ils ne sont pas vraiment à risque de complications, mais ils sont à risque de transmettre la maladie. En même temps, là, on revient à ne pas paniquer. Nous ne sommes pas devant une pandémie d'Ebola. Donc, le taux de mortalité n'est pas à 50 donc, il y a quand même une nuance à garder avec tout ça. Bon, l'autre chose, au-delà de l'âge, dont on a moins parlé, c'est la question des maladies chroniques. Donc, quelqu'un qui a 40 ans, mais qui a plusieurs maladies chroniques, va être aussi à risque de complications sévères du COVID. Donc, particulièrement la maladie coronarienne, maladie pulmonaire, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale ont tous été associés à un plus grand risque de décès que les gens qui n'ont pas de maladie chronique. Maintenant, les taux de mortalité, juste une mise en garde, les taux de mortalité rapportés dans les médias, tout ça, c'est des mesures qui sont imparfaites puis qui évoluent dans le temps. Donc, vous avez les taux de mortalité en pourcentage des décès sur les cas confirmés. Puis vous voyez que ça change beaucoup. Ça dépend notamment du nombre de cas qu'on a confirmés, donc du nombre de cas qu'on teste. Donc ça varie beaucoup dans le temps. Ce qui est le plus important, c'est que le taux de mortalité réel, lui, peut être influencé par nos actions, tant collectives qu'individuelles. Donc, si nous avons la chance, comme ici, de vivre dans un pays où on a eu des interventions populationnelles précoces, un système de santé qui est solide, qui est en train de s'adapter, qui a eu le temps de s'adapter, ce qui est aussi simplement de la chance que les Italiens n'ont pas eu, et qu'on a des politiques sociales fortes, on a individuellement chacun beaucoup plus de chances de survivre au COVID. Si on vit dans une communauté où les mesures de réduction de transmission communautaire sont respectées, sont mises en place, où il y a des réseaux d'entraide qui sont forts, chaque individu de cette communauté-là est mieux protégé, a moins de risque de décéder. Et si individuellement, on adopte les mesures de prévention et de soins individuels, aussi ça augmente la mortalité indépendamment des facteurs de risque préalables de la personne. Donc, quelles interventions sont efficaces? Il y a 3 grands objectifs d'intervention face au COVID. Le premier, c'est prévenir la transmission. Le deuxième, soigner les malades. Le troisième, protéger les soignants. Et un objectif transversal de renforcement du tissu social qui aide à potentialiser tant les actions de prévention, de soins et de protection. Et sur ces 4 objectifs-là, il y a une seule et même priorité, prendre soin de soi pour prendre soin des autres et prendre soin des autres pour prendre soin de soi. C'est une pièce à 2 faces, c'est 2 priorités qui sont codépendantes l'une de l'autre. On ne peut pas prendre soin de soi sans prendre soin des autres parce que les autres vont finir par nous infecter ou ne seront plus capables de prendre soin de nous quand on va être malade. Puis on ne peut pas prendre soin des autres sans prendre soin de soi parce qu'on va tomber, puis on ne sera pas plus avancé. Donc, au plan de la prévention, vous avez vu beaucoup l'idée d'aplatir la courbe, donc pas tant d'empêcher la transmission de la maladie, la faire tomber à zéro, qui n'est plus un objectif réaliste à cette étape-ci, mais plutôt de freiner, de ralentir la transmission de la maladie, de l'épidémie à l'intérieur de la communauté, de la population, pour essayer de minimiser les chances que tout le monde soit malade en même temps, puis que le système de santé soit complètement dépassé, puis incapable de prendre soin des personnes les plus malades, comme c'est le cas en Italie et maintenant dans certaines parties de la France aussi, et dans plusieurs autres pays dans le monde. Donc ça, c'est le premier objectif et c'est la priorité actuellement pour ce qui est du Québec puis de d'autres pays.
On sait que les mesures de réduction de transmission, notamment de distanciation physique, ça marche et c'est vraiment la clé des mesures d'intervention populationnelle, beaucoup plus en fait ultimement que les mesures de restriction de voyage sur lesquelles il y a eu pas mal de pression au niveau international. Ce qu'on sait, c'est que les réductions de voyage, ça décale le moment où l'épidémie arrive, mais ultimement, ce qui réduit ce qui permet d'aplatir la courbe puis de réduire la mortalité, c'est les mesures de distanciation physique. On sait que c'est possible. Des régions en Chine, tout proche de où il y a eu l'épicentre de l'épidémie, ont réussi à se protéger, à contenir l'évolution du COVID. Même chose pour les pays limitrophes de la Chine comme Singapour, Hong Kong, Taïwan, qui avaient été touchés par le SRAS au début des années 2000, qui ont instauré de façon très précoce des mesures populationnelles de réduction de la transmission. Et ils ont réussi, même s'ils sont les voisins d'un des pays, en fait, du pays le plus populé et où il y a eu le plus de cas confirmés, ils ont réussi à contenir l'infection. Donc, il y a des choses à apprendre ici, sachant qu'on est le voisin d'un pays qui est très fortement touché aussi. Et ça marche. Ce n'est pas juste que de la théorie. Donc, ce qu'on sait, par exemple, de la pandémie de la grippe espagnole en 1918, c'est que quand on compare des villes, notamment aux États-Unis, qui ont instauré de façon précoce et agressive des mesures de réduction de la transmission, fermeture des écoles, etc., le taux de mortalité par 100 000 habitants a été considérablement réduit dans une ville, par exemple, comme Saint-Louis par rapport à Philadelphie, où on a été plus lent puis moins agressif dans les mesures de prévention. Deuxième objectif, soigner les personnes malades. Soigner qui, soigner où, soigner comment. Donc, il y a beaucoup d'accent qui est mis actuellement sur la question des respirateurs, des soins intensifs. Évidemment, c'est par là que ça peut déborder le plus rapidement. En Italie, ils ont pris conscience de l'épidémie. D'abord, quand il y a des cas qui ont été diagnostiqués aux soins intensifs. Puis quand vous êtes rendu là, c'est parce qu'il y a 95 de cas que vous n'avez pas réussi à détecter, puis qu'en fait, la vague vient de vous frapper. Vous n'avez plus le temps de réagir, et vous êtes déjà dépassé. Ce qu'on a la chance au Québec, c'est depuis une semaine, c'est de se préparer à l'arrivée de la vague, essayer d'en ralentir l'impact. Mais ce qui est important aussi pour les gens du système de santé, c'est qu'il ne faut pas tous se précipiter aux soins intensifs. Donc, la première chose qu'on peut faire pour éviter la surcharge des soins intensifs, c'est de renforcer les soins communautaires et de première ligne pour éviter que tout le monde rebondisse dans les hôpitaux. Donc, le rôle, 80 des cas étant mineurs, ces gens-là doivent être soignés à domicile avec un suivi par leurs proches, par eux-mêmes, par leur réseau d'entraide, le réseau communautaire, en appui avec les professionnels de première ligne. Donc, il y a un rôle dans la communauté pour prévention, promotion de la santé, l'éducation à la santé, le dépistage et le diagnostic précoce, l'autogestion des symptômes, je vais revenir un petit peu plus loin, et toute l'importance de l'entraide communautaire et sociale. Donc, ça, c'est la base de l'intervention. Par-dessus, en appui à la communauté, les équipes de première ligne qui peuvent aider à faire de l'évaluation individualisée parce qu'ils connaissent les personnes individuellement, ils ont accès à leur dossier, ils sont capables d'identifier qui est le plus à risque d'avoir des complications, mais qui aussi a des réseaux de soutien les plus fragiles, puis qui, s'ils ont des complications, pourraient avoir de la difficulté à se rendre à l'hôpital à temps. Donc, l'évaluation individualisée, en grande partie par téléphone, la stratification du risque, donc identifier les gens qui sont le plus à risque de complications, la coordination des soins entre la communauté et les soins hospitaliers et la continuité. Même en période pandémique, il y a des gens qui ont encore le cancer, qui ont des infarctus, qui ont des accidents de la route, etc. Donc, on a besoin d'être capable de continuer à soigner les gens qui ont besoin d'être soignés en priorité. Puis, évidemment, pour les cas les plus sévères, c'est des soins qui doivent se faire en milieu hospitalier. Évaluer le risque de quoi? Des fois, dans ma première expérience de soins la semaine dernière, la question de « Ah, le patient est à risque de COVID, mais à risque de quoi exactement? » Il y a 3 risques distincts qu'on a besoin d'évaluer. 1, est-ce qu'il y a un risque d'exposition au virus? 2, est-ce qu'il y a un risque de transmission? Puis 3, est-ce qu'il y a un risque de complication? Puis ça, c'est 3 choses différentes, mais interreliées les unes avec les autres. Donc, le risque d'exposition, c'est par exemple, est-ce que la personne a voyagé? Est-ce qu'il y a eu contact avec des cas suspects? Est-ce
qu'il y a des symptômes qui suggèrent que la personne a contracté le COVID? Donc, ça, c'est tous des indices qui laissent croire qu'il y a eu exposition. Est-ce qu'il y a risque de transmission? Est-ce que la personne est compliante aux mesures de prévention? Est-ce qu'elle circule? Est-ce qu'elle organise des parties chez eux? Est-ce qu'elle est en contact avec des personnes vulnérables? Est-ce qu'elle a certains symptômes qui pourraient amplifier la transmission, exemple la toux? Puis complications. Est-ce que la personne a des conditions, est-ce qu'elle est plus âgée? Est-ce qu'elle a des conditions de santé qui la rendent plus vulnérable aux complications? Et est-ce qu'elle présente des symptômes de détresse respiratoire qui pourraient nous laisser soupçonner qu'il peut y avoir des complications et que cette personne-là, plutôt que d'être soignée à domicile, elle devrait être observée en milieu hospitalier ou du moins avoir une saturation de prise pour s'assurer qu'elle est encore capable de respirer comme du monde. Donc, ça, évidemment, ça nous demande de penser, de révolutionner carrément, là, ni plus ni moins. Moi, la semaine passée, quand je suis rentré dans ma clinique, je me suis dit, là, je n'ai jamais vu une révolution aussi profonde, rapide et intelligente des soins de santé de toute ma vie. Mais notamment la maximisation de l'évaluation clinique à distance. Donc, dans notre GMF, ce que l'équipe de coordination a mis en place, c'est un système à 4 pieds, dans le fond. Le premier, c'est le triage téléphonique qui est fait par le personnel secrétarial, qui réfère vers les lignes du gouvernement, etc., tous les gens qui ont surtout des besoins d'information, etc., et qui reportent à plus tard tout ce qui n'est pas urgent, ce qui est rendez-vous annuel, etc., qui peut être vu plus tard. Les patients qui ont besoin d'une évaluation clinique reçoivent une évaluation clinique individualisée par téléphone. Donc, il y a une équipe de répondants, médecins, infirmières praticiennes, résidents, possiblement un répondant psychosocial prochainement, qui font une première évaluation téléphonique des besoins et qui, dans notre expérience de la semaine passée, dans 95% des cas, réussissent à régler la problématique sans que le patient ait à venir à la clinique et ni à se présenter à l'urgence ou à l'hôpital, ce qui est fabuleux. Et la troisième ligne, c'est la troisième ligne, la première ligne. La troisième phase de l'évaluation, c'est la troisième étape, c'est l'évaluation clinique sur place pour certains patients qui on n'est pas capable de faire ça par téléphone. Par exemple, on a eu un cas de retraite stérilet, c'était un peu difficile à faire par téléphone. Donc ça, c'est des patients qu'on fait venir à la clinique. Et voilà. Le quatrième pied, c'est la coordination locale. Donc, on a mis en place dans notre GMF une équipe de coordonnateurs dont fait partie Geneviève qui pourra répondre aux questions, qui, eux, sont en lien en temps réel avec tout le système de soins et de soutien autour dans notre communauté locale. Donc, qui aident les cliniciens qui ne sont peut-être pas à jour à tous les jours de OK, où est-ce qu'on réfère les patients? C'est où les tests de dépistage? C'est quoi le numéro de téléphone? C'est quoi les sources d'information, etc. Ils peuvent s'adresser au coordonnateur local qui est toujours disponible par jour. Ça change à tous les jours pour s'assurer que les soins qu'on donne sont alignés avec comment le système de santé change localement au jour le jour. À tout frais sorti du four, il y a un guide pour renforcer la capacité de soins des citoyens. Donc, évidemment, si la majorité des soins sont faits dans la communauté par les patients eux-mêmes et leurs proches, bien, il faut les outiller à prendre soin d'eux-mêmes et à prendre soin de leurs proches. Donc, il y a un guide qui vient d'être publié. Moi, je l'ai vu passer hier, qui est disponible sur le site du ministère, guide d'auto-soins COVID, qui parle autant des mesures de prévention que des mesures à prendre quand vous êtes atteint de la maladie, de quels signes surveiller, quand aller consulter, etc., etc. C'est très complet. Donc, ça, c'est disponible. C'est une ressource, en fait, qui peut être distribuée même au stade du triage téléphonique par le secrétariat. Puis finalement, il y a un besoin de renforcer à la fois les liens de la première ligne vers les soins hospitaliers urgences pour les cas complexes, mais aussi renforcer les liens entre la première ligne clinique et les ressources communautaires. Donc, dans cette situation-là, ça c'est mon propre biais, mais c'est raison de plus pour considérer les patients, les proches, les citoyens comme des soignants à part entière à qui il faut faire confiance. Les patients et les proches deviennent nos yeux et nos oreilles quand on fait de la médecine par téléphone et il faut leur faire confiance et ça marche.
Les équipes, on est en train de réfléchir à mettre en place des équipes de cliniciens, de patients et de citoyens qui ont plus d'expérience et qui peuvent eux-mêmes venir en appui au réseau d'entraide dans la communauté, les proches aidants, etc., ou les gens dans les organismes communautaires qui ont toutes sortes de questions. Donc, on peut venir en appui, s'aider les uns les autres, mais on a aussi besoin d'être capable de s'appuyer sur les ressources communautaires, les réseaux d'entraide, etc., particulièrement pour des personnes isolées, des personnes qui vivent des limites au niveau socio-économique, etc., qui compliquent les soins, et renforcer la collaboration intersectorielle locale. Donc, on a commencé à faire des premiers liens chez nous avec les organismes communautaires, l'arrondissement de la ville, les députés de circonscription, etc., pour être capable de réagir de façon très rapide aux problématiques qui sont émergentes. Exemple, dans notre quartier, c'est la question d'itinérance, de sécurité alimentaire, de sécurité au logement, les aînés qui vivent seuls, on en a énormément dans notre quartier, etc. Et ça, c'est des problématiques dont on est témoin comme clinicien, mais évidemment, on ne peut pas trouver les réponses tout seul. On a besoin vraiment de tendre la main avec nos partenaires du milieu communautaire. Troisièmement, protéger les soignants. Les soignants sont à risque de 3 choses principales dans le contexte de la pandémie. 1, la contamination. 2, l'épuisement. Ça, c'est une photo d'une infirmière en Italie qui s'est effondrée d'épuisement après une journée de travail. Et 3, anxiété et dépression, impuissance, etc. Donc, il y a beaucoup, les soignants sont à la première ligne, sont mobilisés, font face à une situation qui est incertaine, qui est anxiogène, sont humains, ont leur propre fragilité, etc. Et donc, on a vraiment besoin de prendre soin des soignants autant que des soignés dans cette histoire-là. Les professions au plan de la contamination, les professions qui sont le plus à risque, évidemment, les professions du domaine de la santé, particulièrement les dentistes, en fait, qui ont fermé leurs bureaux là, pour la plupart, les ambulanciers, les infirmières, les médecins, mais aussi les préposés aux bénéficiaires, etc. Évidemment, les gens dans les avions, mais là, il y en a de moins en moins, les policiers. Donc, ce sont des professions qui sont plus à risque. Les mesures de prévention, en fait, sont un peu les mêmes pour tout le monde, mais fonctionnent par gradation. D'abord, se protéger à domicile. Qu'on soit professionnel de la santé, policier ou ambulancier, on peut transmettre ou attraper le COVID à la maison par nos enfants ou la donner à nos enfants qui la donnent à une grand-mère, ou etc. Donc, il faut d'abord éviter que le domicile soit un lieu de transmission. 3 approches simples. Le savon pour se laver les mains, la solution de Daquin, 5 ml d'eau de Javel dans 1 litre d'eau pour laver les surfaces à contact fréquent, genre les poignées de porte, et l'alcool, alcool 70 %, il en reste dans les pharmacies, pour les appareils électroniques qu'on met dans nos mains un nombre incalculable de fois dans une journée, et que quand on rentre du travail, on doit nettoyer parce que c'est une source de contamination qui est importante, qui nous suit jusque dans la chambre à coucher. Fait que faut faire attention à ça. Dans la communauté, c'est les mesures de distanciation physique et l'étiquette de tout, déterminant, etc. Puis je vous ai mis les liens sur toutes les... je me suis aligné by the book avec toutes les recommandations avec l'Agence de santé publique du Canada, les recommandations du gouvernement du Québec. Si vous voulez les consignes à jour avec des documents explicatifs pour vos patients, tout est disponible là-dessus. Maintenant, en milieu de soins, un système qui, en tout cas pour moi, fonctionne bien, m'aide à réfléchir au niveau mental, c'est de diviser l'espace en zone verte, zone orange, zone rouge. Puis on peut même l'appliquer dans d'autres milieux comme les épiceries, les pharmacies, même le domicile. La zone verte, c'est une zone propre. Par exemple, la maison, ça doit rester une zone verte. La salle à manger, les salles de réunion, salles de supervision, la réception, le secrétariat, c'est des zones vertes. C'est des zones dans lesquelles on ne laisse entrer personne qui a des mains potentiellement sales, donc, ou des gens qui présenteraient des symptômes. C'est des zones qu'on essaie de protéger du virus, en particulier du virus, et dans lesquelles on applique les mesures universelles, qu'on applique aussi partout dans le reste de la communauté. Le lavage des mains,
particulièrement lors de transition de zone. Donc, si je reviens d'une salle d'évaluation clinique et que je m'en vais dans la salle de supervision ou que je descends en bas dans la salle à manger, c'est à ce moment-là que c'est particulièrement critique de se laver les mains. Même chose quand on rentre d'une zone jaune dans la communauté qui est l'épicerie ou la pharmacie, que je rentre à la maison, première chose en rentrant, qu'on est en train de driller les enfants et tout ça, c'est laver les mains. La distance physique, la règle, c'est, il faut que je m'aligne, c'est 2 mètres. Euh, et la mise en quarantaine des travailleurs exposés, donc qui ne peuvent pas se présenter sur le milieu de travail pour ne pas contaminer particulièrement les autres collègues et les patients qui seraient plus à risque de complications. Zone orange, c'est les zones de soins réguliers, des patients qui seraient, selon l'évaluation qu'on est capable d'en faire, plus à faible risque d'être porteurs du COVID. Et donc, ça, c'est les salles d'examen réguliers. Dans les hôpitaux, c'est les salles de soins plus régulières. Et là-dedans, en contexte de pandémie, on va renforcer les mesures universelles. Donc, on fait toutes les mesures universelles en haut, mais aussi on va essayer que l'essentiel du suivi clinique régulier qu'on fait, on le fait par téléphone plutôt qu'en face à face. Puis, on limite la transition des personnes entre les salles. L'équipement, on essaie de le laisser dans les mêmes salles, de le laver fréquemment, etc., etc. Zone rouge, c'est des zones pour les cas suspects ou confirmés. Puis j'insiste sur suspect ou confirmé parce qu'on se rappelle du délai entre le moment où on est contagieux et le moment où on est confirmé. Donc, les cas suspects doivent être traités comme les cas confirmés pour ce qui est des mesures de protection. Donc, des gens qui ont la fièvre, la toux, l'essoufflement, qui ont un risque d'exposition ou qui ont un risque d'exposition. C'est des gens qu'on va soigner en zone rouge. Donc, si on a vraiment besoin d'une évaluation clinique, on va mettre l'équipement de protection, on va les mettre dans une salle d'attente séparée, puis c'est à peu près ça. L'équipement de protection, c'est quoi les recommandations? Ça, c'est les recommandations de l'Institut national de santé publique, 13 mars 2020. Masque, on parle d'un masque de procédure. Le masque N95 est réservé pour des procédures qui génèrent des aérosols, donc, comme l'intubation. Donc, c'est en milieu hospitalier. En soins de première ligne, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on a besoin. Ou des critères de sévérité qui nécessiteraient un transfert hospitalier, par exemple en ambulance. Mais donc, les N95, ça doit vraiment être l'exception dans le milieu communautaire. La protection oculaire, le blouse à manches longues et les gants à usage unique. Puis, petit mot sur les gants, enfin, vous savez, enfin, il faut informer nos patients que mettre des gants pour aller faire l'épicerie, ce n'est pas une super bonne façon de se protéger de la maladie parce que quand on enlève nos gants et qu'on n'est pas vraiment habitué, puis là, on se contamine les mains puis qu'on se dit « Ah, je n'ai pas besoin de me laver les mains », bien, c'est là qu'on contracte la maladie. Donc, on est aussi bien d'aller faire l'épicerie puis à la pharmacie les mains nues, pas se mettre les mains dans la bouche puis se laver les mains en revenant à la maison. Réserver les gants quand qu'on est dans une zone de contact dans un milieu clinique. Et quatrièmement, et ça, c'est la mesure transversale, renforcer le tissu social. Est-ce qu'on est tous dans le même bateau? Un peu, oui. L'humanité fait tous face au même virus. Mais admettons, on n'est pas tous situés à la même place dans le bateau. Quand le Titanic a fait face à un grand défi, tout le monde n'avait pas la même chance d'avoir accès à un canot de sauvetage. Donc, des enjeux connus que l'histoire nous rappelle en situation de pandémie et qui malheureusement se répètent déjà maintenant, c'est la stigmatisation de certains groupes. On cherche des coupables. Donc, on a entendu certains présidents parler de virus chinois. Le virus ne se promène pas avec un drapeau. Il n'a pas de nationalité. Et nous sommes pas mal chanceux que les Chinois publient dans le New England Journal of Medicine pour nous aider à faire face à la pandémie. Mais c'est des courants qui, malheureusement, ont lieu. Ce qui nous guette à Montréal, qui pourrait être dangereux, un des cas index qu'on a eu pour l'éclosion dans la Côte-Saint-Luc était d'une communauté juive, a été contaminée dans la région de New York. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être vraiment prudent dans la façon dont le discours public se construit, les cas sont rapportés, etc. L'autre enjeu qui est fondamental en période de pandémie, c'est l'enjeu des inégalités sociales de santé qui en fait mettent à la fois à risque davantage les personnes les plus vulnérables, mais parce qu'elles sont plus vulnérables,
sont aussi, si on n'adresse pas les inégalités sociales, peuvent accélérer la transmission communautaire de la maladie. Donc, il y a un risque accru de transmission, de complications et des effets socio-économiques, des mesures d'isolement, de confinement, etc. Chez des personnes qui ont des moins grandes capacités de télétravail, exemple, donc les personnes qui sont préposées aux bénéficiaires, eux vont être affectés dans leur travail alors que des chercheurs comme moi peuvent travailler de la maison. L'assurance salaire, qui est un problème particulièrement aux États-Unis, les enjeux de sécurité alimentaire qu'on commence à vivre même à Montréal, le soutien pédagogique aux enfants. Tout le monde n'a pas un iPad pour faire l'école à la maison ou des parents qui sont outillés ou qui sont disponibles ou qui sont à la maison avec leur assurance salaire pour enseigner à leurs enfants. La présence de réseaux d'entraide, les personnes isolées seules sont plus à risque des complications sociales de l'isolement et la sécurité du logement. Juste pour vous dire, l'isolement social, c'est quelque chose qui va nous menacer particulièrement en contexte de pandémie. L'isolement social, vous savez que ça a un impact sur la mortalité qui est comparable à fumer 15 cigarettes par jour. Donc, les mesures, par exemple, de confinement pour les aînés de plus de 70 ans et plus à la maison, la perte du lien social, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être un effet secondaire néfaste très important de mesures qui visent à protéger la santé des individus. Donc, il y a vraiment un effet secondaire. C'est un peu comme la chimiothérapie, là. Enfin, fait qu'il faut faire, c'est quelque chose par rapport auquel il faudra faire attention et conséquemment, être toujours attentif, tant au niveau individuel que collectif, à maintenir l'équilibre entre protéger la santé physique, mais aussi préserver notre santé psychologique et la santé sociale de nos milieux. Combien de temps ça va durer? Je pense que c'est important sur l'attitude puis le niveau d'énergie dans lequel on rentre là-dedans. Tout le monde est parti un peu sur les blocs de départ comme pour courir un sprint là, la semaine passée. Ça risque de durer longtemps. Un vaccin, ça ne se produit pas en moins de 12 mois, même si les choses s'accélèrent énormément en termes de collaboration internationale sur ce plan-là. Mais on parle certainement de plusieurs mois pour les pays qui risquent en fait de frapper la vague de plein fouet. L'autre chose qui pourrait ralentir la progression, c'est le développement de ce qu'on appelle l'immunité de groupe ou herd immunity. Quand une majorité de la population a contracté la maladie, l'épidémie se ralentit. Mais dans tous les cas, on parle de quelques mois, pas de quelques semaines. Et donc, il faut s'installer, il faut protéger nos énergies pour que ça dure longtemps. Juste un petit mot d'espoir, en fait, sur l'importance d'agir ensemble, d'agir de façon concertée dans cette situation-là. On peut combattre, en fait, probablement qu'une des armes les plus efficaces pour combattre le COVID, c'est d'utiliser ses propres armes, l'arme de la propagation exponentielle. Donc, je vous donne un exemple concret. Puis, la propagation exponentielle, c'est dur à comprendre. Psychologiquement, en psychologie cognitive, c'est pas mal difficile. Tout le monde est un peu mêlé. Ils ne réalisent pas à quel point ça peut s'accélérer rapidement. C'est un peu pour ça aussi que beaucoup de monde ont été pris au dépourvu à dire on n'a rien qu'un petit peu de cas, puis à un moment donné, wow, on a plein de cas. Mais bon, on peut tourner ça à notre avantage. Donc, imaginez que tout le monde a la plupart des gens ont une main avec 5 doigts. Imaginez que j'identifie 5 personnes que je connais, incluant une personne que j'aide, puis incluant une personne qui m'aide ou qui pourrait m'aider si moi je tombe malade ou je suis en difficulté ou j'ai besoin d'aide pour prendre soin des enfants ou pour faire mon épicerie ou etc. J'identifie 5 personnes. Le lendemain matin, ces 5 personnes-là identifient eux-mêmes 5 personnes chacune. Donc là, on a un réseau de 25 personnes qui s'aident et qui peuvent s'aider. Et que ces 25 personnes-là identifient chacun 5 personnes le lendemain matin. Donc, on est rendu 2 jours plus tard. Donc là, on a une chaîne d'entraide, en fait, qui évolue de façon exponentielle. Et rapidement, les chiffres, ça devient 5 le premier jour, 25 le deuxième, 625, 390 625. Et au 5e jour, on est rendu à 152 milliards de personnes. C'est donc dire qu'en 5 jours, on crée une chaîne d'entraide qui couvre 20 fois la population humaine. Et donc, c'est dire tout le potentiel de ce qu'on est capable de faire avec nos juste 5 doigts. Puis l'autre même, on s'en sert pour se laver les mains. Donc, il y a de quoi, on n'est pas, oui, il n'y a pas encore de vaccin, mais on a encore certaines pistes d'intervention à portée de la main. Donc, pour terminer, quelques références clés. Pour les patients et les citoyens, le gouvernement du Québec a un excellent site qui se met à jour constamment, qui est vraiment une source, un bijou d'informations.
particulièrement à Montréal, pour les ressources, à Montréal, exemple, les ressources pour les aînés, où sont les cliniques de dépistage, etc., il y a le portail Santé Montréal. Pour les personnes qui présentent des symptômes de COVID ou qui ont des questions par rapport au COVID, il y a le numéro dédié COVID. Et pour la vulgarisation scientifique, c'est juste un choix personnel, mais moi, je suis particulièrement impressionné par la qualité de la couverture média. Puis, bon, un de mes préférés, c'est Radio-Canada, disponible gratuitement, très accessible. Pour les professionnels, j'en ai mis quelques-uns. Les lignes directrices pour les soins au Québec, c'est sur le site du ministère. Donc, c'est un site qui est distinct du site pour la population générale. Pour avoir accès, quand vous êtes médecin en première ligne, qu'après une évaluation téléphonique ou clinique, vous soupçonnez qu'il y a un cas suspect de COVID et vous pensez qu'un test diagnostique est nécessaire, il y a une ligne dédiée pour les médecins de première ligne uniquement qui est réservée. Ça demande votre numéro de pratique et ça va très rapidement. Si vous-même vous présentez des symptômes comme professionnel de la santé, c'est votre bureau de santé local que vous devez contacter. Le numéro qui est là, c'est pour le CIUS Centre-Sud où on est. Pour comprendre la pandémie, ma recommandation, c'est fermer les nouvelles pendant une journée, ne pas consulter son Facebook ni Twitter et consacrer 1 heure ou 2 à lire la page sur le site World in Data de l'Université d'Oxford. C'est un bijou de vulgarisation scientifique. C'est incroyable. Puis après ça, vous êtes comme outillé là, pour... il y a une espèce d'élément de paix et de compréhension qui vous aide à comprendre la suite puis replonger dans le flot d'informations sans se noyer. Puis pour comprendre plus des questions plus cliniques, d'intervention, etc., des sources comme UpToDate sont très bien faites. Quoique, pour ce qui est des recommandations professionnelles, etc., personnellement, en fait, la recommandation, c'est vraiment de s'aligner sur les lignes directrices de soins pour le Québec qui, elles, sont adaptées au contexte épidémique québécois, aux ressources, au système de santé québécois, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. L'ensemble des diapos, puis on mettra aussi d'autres informations, est disponible en fait maintenant, sur la page sharepartenariat.ca/COVID. Donc, vous êtes capable de la télécharger. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup. Puis, on va commencer à prendre les questions.